Bienvenue dans cette nouvelle analyse en profondeur. Aujourd'hui, on s'immerge vraiment dans l'architecture même de la langue française. Plus précisément, on va examiner des documents qui constituent la fondation absolue de l'apprentissage du français pour les grands débutants. Ce fameux niveau de départ, le niveau A1. Ouais, on retourne vraiment à la base. Et il ne s'agit pas simplement d'un cours de langue classique, en fait. C'est une véritable exploration de la manière dont on équipe un esprit pour survivre et s'exprimer dans un tout nouveau système de pensée. Exactement. Et en parcourant ces sources, il y a une thématique fascinante qui émerge. C'est cette dichotomie entre la complexité visuelle du français écrit, qui peut faire très peur, et l'étonnante simplicité de sa mécanique à l'oral. C'est clair. Il y a un véritable gouffre entre ce que l'œil perçoit sur la page et ce que la bouche doit réellement articuler. Et cette tension entre l'écrit et l'oral, c'est sans doute le plus grand défi cognitif pour quiconque aborde cette langue. C'est un obstacle massif. Mais justement, pour contourner cette surcharge mentale, les sources qu'on analyse aujourd'hui s'appuient sur une méthodologie très spécifique. On ne demande pas d'absorber passivement des listes de mots. Non, l'approche documentée repose sur un principe moteur très actif. C'est l'action de, je cite, poser, écrire, répéter. Et d'un point de vue neurologique, c'est une stratégie redoutable, non? Absolument. En forçant l'apprenant à interrompre le flux d'informations, puis à engager sa motricité fine par l'écriture, et enfin à vocaliser le concept, on crée des ancrages mémoriaux multiples. On grave l'information dans le cerveau, quoi. C'est ça. C'est ce processus tridimensionnel qui permet de déconstruire des règles qui semblent arbitraires ou inutilement complexes au premier abord. Pour en révéler la logique interne. Et ce qui ressort de cette méthode, c'est qu'on ne donne pas à l'apprenant un dictionnaire entier. On lui donne plutôt un kit de survie psychologique et sociale. Ben oui, quand on est privé de sa langue maternelle dans un nouveau pays, on perd une grande partie de sa personnalité. On devient un peu muet socialement. C'est très frustrant. Donc les sources sélectionnent un lexique très précis pour pallier ce manque. C'est le vocabulaire des loisirs. On y trouve la musique, le sport, le cinéma, les jeux vidéo, la lecture. Une sélection qui n'a rien d'aléatoire. Ce sont les piliers de la sociabilité moderne. Et si on associe ces quelques noms à 5 verbes fondamentaux abordés dans les textes, on a les bases. Ces fameux 5 verbes, ce sont parler, habiter, aimer, adorer et détester. Voilà. Avec ça, on obtient instantanément les moyens de recréer une identité sociale. On passe du simple statut d'étranger à celui d'un individu qui a des goûts, une origine, une voix. L'enjeu de l'identité est vraiment central à ce stade, mais d'un point de vue purement mécanique, le choix de ces verbes spécifiques est un vrai coup de maître pédagogique. Pourquoi ces verbes-là en particulier? Ce qu'il faut comprendre de la structure du français, c'est que les verbes se terminant en ER ne sont pas juste une petite catégorie grammaticale. Ils constituent l'écrasante majorité du lexique verbal. C'est le moule par défaut de la langue en fait. Exactement. Les sources se concentrent sur parler ou aimer parce qu'ils servent de prototype. Une fois que le cerveau a assimilé le schéma de fonctionnement d'un seul de ces verbes réguliers, Il détient littéralement le code source pour en conjuguer des milliers d'autres. y compris des mots qui n'existaient même pas il y a 10 ans, comme tweeter, scroller, liker, tous ces nouveaux verbes adoptent cette mécanique en ER. C'est une rentabilité de l'effort qui est assez rare dans l'apprentissage. Tu apprends un modèle, tu débloques des milliers de mots. C'est très gratifiant. Cela dit, si on observe les règles de construction décrites dans nos documents, l'apparence visuelle de cette mécanique a de quoi intimider. Sur le papier, l'explication semble tout droit sortie d'un manuel de chimie. C'est vrai que la formule fait un peu peur. Il faut prendre l'infinitif du verbe, le sectionner pour lui amputer sa terminaison en ER, récupérer cette racine, et puis venir y greffer une nouvelle terminaison spécifique à chaque pronom. On se retrouve face à un tableau de conjugaison qui ressemble à une vraie cacophonie visuelle. Des ajouts de lettres comme un S par-ci, des combinaisons comme ONS par-là ou encore un gros bloc ENT à la fin. Pour un esprit qui cherche simplement à communiquer pour acheter du pain ou se faire des amis, l'idée de devoir faire cette gymnastique orthographique en temps réel doit paraître presque insurmontable. Et c'est là que réside la plus grande ruse de la langue française. Une ruse que les sources s'empressent de démystifier, heureusement. Cette complexité visuelle est pour la plus grande partie un mirage absolu lors de la prise de parole. Le grand dévoilement de cette analyse, c'est vraiment la réalité phonétique de ces conjugaisons. Prenons le verbe parler. Si l'on regarde les 3 personnes du singulier, je, tu et il ou elle, les terminaisons écrites diffèrent. E,
ES et E. Et pourtant, à l'oral, aucune de ces lettres finales ne produit le moindre son. Aucune. Mais le véritable choc cognitif, la révélation qui libère vraiment les apprenants, concerne la forme plurielle. Le fameux piège du pluriel. Lorsqu'on décrit un groupe, ils ou else, on ajoute ce bloc de 3 lettres, le fameux un. Et contre toute logique apparente pour un non-francophone, cette terminaison massive est strictement muette. Le piège visuel est redoutable. N'importe quel cerveau habitué à déchiffrer des lettres va instinctivement chercher à faire résonner ce « en ». Surtout les anglophones qui lisent le mot « temps » ou « lent ». Si on lit le verbe « parler » au pluriel, l'envie de prononcer « parlant » est presque irrépressible. Pourtant, la règle exige le silence total. En fin de compte, que le sujet soit moi, toi, lui ou un groupe entier de personnes, le résultat sonore est figé. Une seule et unique syllabe sort de la bouche. Le son parle. Je parle, tu parles, il parle, il parle. C'est identique. C'est un contraste saisissant avec l'écriture. Mais alors, à quoi servent ces lettres muettes si on ne les dit pas? Leur fonction mérite qu'on s'y attarde. Elles n'existent pas pour compliquer la tâche de l'orateur, mais pour guider l'œil du lecteur. Le « en » est un marqueur exclusivement visuel. Une balise grammaticale? Exactement. Une balise qui signale la pluralité dans un texte sans alourdir la parole. La langue française a fait le choix de transférer la complexité grammaticale sur la page écrite pour préserver une économie d'effort à l'oral. Bien sûr, le système n'est pas totalement uniforme. L'analyse des documents rappelle qu'il existe 2 exceptions au sein de ce modèle en ER. Oui, lorsqu'on s'inclut dans un groupe avec nous, la nasalité s'impose avec le son « on ». Nous parlons. Et lorsqu'on s'adresse à un groupe ou à une personne de manière formelle avec vous, on doit produire le son « et ». Vous parlez. Mais globalement, sur 6 formes possibles, 4 sont des clones sonores parfaits. Cette uniformité sonore est une vraie bouffée d'oxygène pour les débutants. Mais nos sources ne s'arrêtent pas à la simple mécanique. Elles orientent l'analyse vers l'expression de la subjectivité et de l'opinion. Ce qui introduit une toute nouvelle dynamique. Et l'un des concepts les plus profonds abordés ici, c'est la gestion de ce que la grammaire appelle l'élision. Le choc des voyelles. Si on applique la règle mécanique stricte au verbe de préférence, par exemple « aimer », on se retrouve avec 2 mots côte à côte, le pronom « je » et le verbe « aime ». Logiquement, l'assemblage devrait donner « je aime ». Mais la documentation est catégorique. Cette juxtaposition est interdite. La voyelle du premier mot est purement et simplement effacée pour être remplacée par une apostrophe, créant la fusion « j'aime ». Il y a quelque chose de presque esthétique dans cette contrainte, tu ne trouves pas? C'est fondamentalement une question d'esthétique et de physiologie de la parole. Ce phénomène illustre l'obsession de la langue française pour l'euphonie, c'est-à-dire l'harmonie des sons. La rencontre entre le son « e » et le son « a » provoque ce que les linguistes nomment un hiatus. Une rupture abrupte dans l'écoulement de l'air. Je aime. C'est haché. Le français rejette cette scission. La langue cherche à opérer comme un ruisseau, sans heurte ni obstacle. En supprimant cette voyelle initiale, l'élision agit comme un pont qui relie les 2 mots. Ça permet à la voix de glisser de l'un à l'autre sans interruption. C'est une règle qui démontre que la prononciation prime parfois sur l'intégrité visuelle du mot. On impute le mot « je » de moitié juste pour que ça sonne bien. Et ce pont sonore permet d'exprimer ses goûts avec une fluidité remarquable. D'ailleurs, la manière dont les documents structurent l'expression des sentiments est très méthodique. Oui, on observe la mise en place d'un véritable thermomètre émotionnel. C'est essentiel quand on a un vocabulaire limité. Au centre, il y a la neutralité positive avec « j'aime ». C'est l'approbation standard, le sentiment mesuré qu'on utilise pour dire « j'aime le sport » ou « j'aime la lecture ». Mais quand la mesure ne suffit plus, quand on a besoin de transmettre un véritable engouement, les sources introduisent le verbe « adorer ». Dire « j'adore le cinéma », ce n'est plus juste constater un goût. C'est affirmer une vraie passion. La graduation est simple, mais extrêmement efficace pour nuancer son propos. Et l'efficacité de cette échelle réside aussi dans sa symétrie. Pour qu'un système d'expression identitaire soit complet, il doit permettre le rejet. L'introduction du verbe « détester » vient équilibrer la balance. L'exemple fourni dans les textes est d'ailleurs universellement compris. « Je déteste les moustiques ». Je crois que tout le monde est d'accord avec ça. L'intensité de la syllabe finale renforce vraiment le sentiment d'aversion. Détester.
Ce qui est remarquable sur le plan de l'apprentissage, c'est que l'acquisition de cette palette d'émotions intenses n'exige aucun nouvel effort cognitif sur le plan grammatical. C'est vrai. Aimer, adorer et détester appartiennent tous à ce fameux premier groupe, en ER. Le cerveau réutilise exactement le même moule silencieux exploré précédemment. La forme change, le sens, mais la mécanique reste super familière. Et pour ancrer cette mécanique dans la réalité, nos sources proposent une étude de cas qui fait figure de microcosme social. Il s'agit d'un jeu de rôle mettant en scène deux individus, Lucas et Anna. La situation est très contemporaine. On observe la création d'un profil sur une application de rencontre. C'est le terrain d'essai ultime pour ce vocabulaire restreint. Une application de rencontre exige de définir son identité de manière expéditive et attrayante. On a quelques secondes pour convaincre. On y lit les premières tentatives de présentation de Lucas. Bonjour, j'habite à Paris, je parle français, anglais et allemand. En 3 phrases courtes, le décor est planté. L'analyse de cette scène révèle beaucoup sur la psychologie de la communication en langue étrangère. L'intervention du personnage d'Anna, qui regarde Lucas écrire son profil, est particulièrement intéressante. Oui, en lisant la description, elle relève une incohérence et signale, non sans humour, que le niveau de langue revendiqué ne correspond pas du tout à la réalité. Lucas parle très peu français en fait. C'est une dynamique peu classique. La structure grammaticale est parfaitement exécutée, mais le contenu souffre d'un excès de confiance évident. Néanmoins, l'exercice démontre que même avec une maîtrise rudimentaire du présent et des verbes d'action de base, un individu peut se projeter avec assurance dans un environnement social virtuel. La syntaxe devient un outil de persuasion. Cet excès de confiance est vite compensé par une honnêteté assez rafraîchissante dans la suite du profil. En poursuivant la rédaction, on voit l'utilisation stratégique de l'échelle des sentiments dont on parlait. Le profil annonce une passion dévorante avec « j'adore le sport », suivi d'intérêts plus mesurés avec « j'aime le cinéma et la musique Mais le point culminant de l'authenticité arrive au moment d'aborder les aversions. La phrase « je déteste le matin, j'aime dormir » est une excellente illustration de la manière dont on peut injecter de l'humour et de la vulnérabilité, même au niveau A1. Ce n'est plus un simple exercice académique de répétition, c'est une véritable tentative de connexion humaine. C'est la conclusion majeure qu'on peut tirer de ce scénario. L'enjeu de l'apprentissage initial n'est pas la poésie complexe, mais l'efficacité pragmatique. Avec un inventaire lexical extrêmement réduit, en manipulant uniquement des verbes réguliers dont la conjugaison orale est presque statique, il est possible de peindre un autoportrait qui possède une vraie texture. Le lieu de résidence, les capacités, les enthousiasmes et les petites failles quotidiennes sont tous exprimés sans jamais sortir du cadre rigide des fondations grammaticales. Le langage remplit parfaitement sa fonction première de pont social. Il y a tout de même un détail technique dans ce profil qui mérite qu'on s'y arrête car il soulève une vraie question de logique pour les apprenants. L'une des premières affirmations de Lucas, c'est « j'habite à Paris ». Ah oui, c'est un excellent point. Nous venons tout juste de disséquer la règle de l'élision avec « j'aime » en établissant qu'elle servait à éviter le choc entre deux voyelles. Pourtant, le verbe « habiter » commence indéniablement par la lettre H, qui, aux dernières nouvelles, est une consonne. L'application de l'apostrophe ici ressemble à une entorse totale à la règle qu'on vient juste d'établir. Comment la langue justifie-t-elle cette exception visuelle ? L'anomalie n'est qu'apparente. Elle repose sur une incompréhension du rôle de la lettre H dans le système phonétique français. Il faut envisager cette lettre non pas comme une consonne active, mais comme un fantôme linguistique. Un fantôme, c'est le mot juste. Dans le cas du verbe habiter et de la vaste majorité des mots français commençant par cette lettre, le H est purement décoratif, à l'oral. Il ne produit aucune friction, aucune obstruction de l'air, aucun son. Puisqu'il est auditivement inexistant, la première véritable réalité sonore que la bouche rencontre, c'est la voyelle qui le suit. En l'occurrence, le A de habiter. Voilà, et la règle de l'euphonie que nous avons décrite est complètement aveugle à l'orthographe. Elle ne réagit qu'au son. La logique est donc d'une cohérence implacable. Si le cerveau auditif n'entend qu'une voyelle, il déclenche automatiquement le mécanisme de l'élision. Le pronom « je » perd son « e », l'apostrophe vient se lier visuellement à ce « h » silencieux. Et l'oralité triomphe en produisant « j'habite », effaçant toute trace de la consonne initiale. C'est une belle illustration de la domination de la musicalité sur la typographie en français.
Qu'on affirme vivre à New York, à Berlin ou à Paris, le mécanisme d'intégration du verbe au pronom reste parfaitement fluide. Le H muet oblige l'apprenant à développer une forme de vision double. Il doit écrire la lettre pour respecter l'héritage orthographique du mot, mais l'ignorer totalement lors de la formulation vocale. Ce détachement entre le vu et l'entendu est une compétence cruciale. C'est pourquoi la méthode poser, écrire, répéter prend ici tout son sens. L'œil enregistre l'exception graphique en l'écrivant, mais la répétition verbale force la bouche à respecter l'exigence de fluidité. Cette nécessité d'entraîner l'appareil vocal à s'adapter à ces contraintes nous amène à la dernière phase de la méthodologie présentée dans nos sources, les exercices d'intégration finale. Il ne se contente pas de simples questionnaires à choix multiples où on coche une case. Non, on demande une immersion complète à travers un exercice de type vrai ou faux qui impose une règle très stricte. L'interdiction de répondre par un simple mot, affirmatif ou négatif. Il faut impérativement formuler une phrase entière. Il est légitime de se demander pourquoi forcer cette répétition alors que le sens de la question a déjà été compris. Si on me demande « tu aimes la musique », pourquoi « oui » ne suffit pas? La réponse se trouve dans la consolidation des circuits neuronaux dont on parlait au début. Répondre par un simple oui ou non confirme la compréhension passive du vocabulaire, mais n'active en rien la mécanique d'expression. L'exigence de la phrase complète est une vraie séance de gymnastique cognitive. Chaque fois qu'une réponse est articulée, le cerveau doit retraverser l'intégralité du processus de décision. Il sélectionne le pronom adéquat, repère s'il y a un choc de voyelles, exigeant une élision, identifie la racine du verbe régulier et applique la règle de la terminaison muette ou sonore. C'est la répétition intégrale de ce cheminement qui transforme une connaissance théorique, qui demande beaucoup d'efforts, en un automatisme fulgurant. Les exemples concrets tirés de l'exercice illustrent parfaitement cette accumulation de petites décisions. Si la question porte sur le goût pour la musique, la réponse ne se résume pas à l'approbation, elle reconstruit l'affirmation passionnée « Oui, j'adore la musique ». Le cerveau a géré l'élision, j'adore, et le vocabulaire, la musique. De même, pour corriger une fausse affirmation sur les langues parlées, la structure requiert la maîtrise de la négation et des exceptions sonores du pluriel. Rejeter l'idée en disant « Non, nous ne parlons pas chinois », c'est prouver qu'on a intégré la prononciation nasale du son « on ». Et enchaîner avec « Nous parlons français et anglais », c'est confirmer la fluidité de la pensée. L'exercice, en apparence banal, cache en réalité un diagnostic complet de l'assimilation des règles. C'est le principe même de la pédagogie active. Le but n'est pas d'accumuler un savoir encyclopédique sur le fonctionnement de la grammaire, mais de forger un outil de communication instantanément opérationnel. L'architecture grammaticale, avec ses silences imposés et ses liaisons obligatoires, devient une seconde nature. Et l'analyse de ce matériel pour débutants nous rappelle que les fondations de la langue ne sont pas des simples blocs inertes. Ce sont des rouages dynamiques conçus pour transmettre l'identité avec le plus d'efficacité et d'élégance possible. En synthétisant l'ensemble de cette exploration, un constat clair s'impose sur la nature de cette langue. La redoutable complexité visuelle des verbes en ER dissimule une uniformité sonore qui pardonne beaucoup à l'oral. Ces blocs de lettres silencieuses, particulièrement ce fameux ENT pluriel, sont en réalité des alliés dissimulés. Des panneaux de signalisation pour la lecture qui n'exigent aucun effort vocal. L'exigence de l'élision et la gestion des consonnes fantômes démontrent que la grammaire n'est pas là pour entraver l'orateur, mais pour garantir que la parole s'écoule avec l'harmonie ininterrompue d'une mélodie. C'est une langue qui tolère très mal la rupture rythmique. C'est une perspective fascinante sur l'ingénierie linguistique. Mais cette analyse laisse entrevoir un mystère un peu plus profond. Une interrogation qui prolonge la réflexion bien au-delà de ses fondations A1. Je t'écoute. Si le français a fait le choix de conserver minutieusement toutes ces lettres muettes à travers les âges, si l'on continue d'écrire méticuleusement des S et des ENT que nos bouches sont cessées de faire résonner depuis des siècles, on est en droit de se demander ce que cachent ces vestiges. C'est vrai, l'orthographe est comme un site archéologique. Exactement. Quels secrets sur l'évolution de la pensée, quelles traces des empires latins ou francs qui ont forgé ces mots sont silencieusement encapsulés dans cette orthographe hypérée. Ces fantômes typographiques sont peut-être des véritables capsules temporelles, des archives de notre histoire linguistique qui attendent d'être déchiffrées par ceux qui prennent la peine de regarder au-delà du silence.
C'est ce qui clôture magnifiquement cette immersion dans les mécaniques fondatrices de la communication. Il est toujours enrichissant d'observer comment l'assemblage de quelques sons et de règles esthétiques finit par façonner la manière dont un individu se définit face au monde. Merci pour cette analyse approfondie. À très vite pour une nouvelle plongée au cœur de la connaissance.